C'est la même chose finalement avec un sportif professionnel ou avec un patient au cabinet. D'avoir une vision la plus large possible de sa situation pour pouvoir justement prendre en compte les différents paramètres qui vont être utiles ou non. Qu'est-ce que je fais pendant ces bilans ? Je vais essayer d'avoir une cartographie en fait un peu du corps, une cartographie physique de la façon dont le joueur fonctionne. On va mêler les connaissances scientifiques et l'utilisation des sens. C'est un savoir-faire. Et dans ce savoir-faire-là, il y a la notion d'art. Déjà, Beaublanc, c'est un endroit mythique. Bonjour, soyez les bienvenus sur Toucher du doigt la santé, le podcast autour des soins, du bien-être et de la santé. Je m'appelle Antoine Lacouturière. Ancien sportif de haut niveau, j'exerce l'ostéopathie et la sophrologie depuis 10 ans maintenant. À travers la rencontre d'invités passionnés par leur métier, je vous propose de partager avec vous des questionnements sur le fonctionnement du corps humain et des nombreuses manières d'en prendre soin. Aujourd'hui, nous rencontrons Aurélien Guibert, ostéopathe depuis 16 ans d'un club mythique de basket évoluant en première division, le CSP Limoges. Nous avons parlé de sport, bien sûr, d'ostéopathie, du staff médical, des relations entre les différents membres de l'équipe, des particularités du sport professionnel et aussi des liens possibles avec le quotidien de tout un chacun. Je vous invite à nous retrouver sur Instagram, Toucher du doigt la santé, pour plonger dans l'univers du podcast, partager les coulisses et pouvoir échanger ensemble. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélien, merci d'avoir accepté l'invitation dans ce podcast. Merci Antoine de ton invitation et bonjour. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est aujourd'hui ? On vient de passer quelques heures ensemble. Et là, on est à Limoges dans mon cabinet. Ok, cabinet d'ostéo. Exactement. Et juste à côté, il y a tes collègues kinés et on aura le temps d'en reparler un peu plus loin. Voilà, c'est un cabinet pluridisciplinaire, exactement. Ok, alors Aurélien, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation en quelques mots, quelques instants de toi aujourd'hui, Aurélien Guibert ? Alors, justement, je suis Aurélien Guibert, je suis ostéopathe exclusif, diplômé de 2007 à Nantes, et je travaille à Limoges dans mon cabinet. Et j'ai une spécificité qui t'intéresse aussi aujourd'hui, c'est que je suis ostéopathe de l'équipe de basket de première division du Limoges CSP. Waouh, Limoges CSP. Ah, Limoges, c'est quand même une histoire particulière, le CSP. Oui, c'est une institution. Hein. C'est vrai que ça fait partie de l'histoire, à même titre, comme la porcelaine et le basket, c'est les deux choses auxquelles on fait référence quand on parle de Limoges. Oui, c'est vrai. Donc, ça fait depuis 2008 que tu es arrivé à Limoges et que tu exerces en tant qu'ostéo du club, c'est bien ça ? Tout à fait, ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de tes premières années ? Parce qu'aujourd'hui, le CSP Limoges, il a retrouvé ses couleurs dans le championnat national et puis c'est très bien comme ça. Mais quand tu arrives, je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Exactement. Du coup, moi, je suis arrivé en 2008 et à l'époque, c'était de la Pro B, donc la deuxième division. Et donc, ce qui fait aussi la particularité, c'est que c'est Frédéric Fortet qui est à l'époque le président du club et il souhaite en fait qu'il y ait un ostéopathe. Lui, c'est un ancien joueur de basket et donc il avait l'habitude de travailler en fait avec les ostéos, d'être pris en charge par les ostéos quand il était joueur. Et donc là, il veut absolument qu'il y ait un ostéopathe qui suive l'équipe en réalité. Et donc, il fait appel par l'intermédiaire de mon école à Nantes, parce que finalement, quand on est à Limoges, les écoles les plus proches, c'est Nantes, Bordeaux ou Toulouse. Et il demande un peu s'il y a des jeunes ostéos qui sont prêts à venir bosser pour le club.
Et donc, du coup, je fais ça pendant 3 ans, en fait, où je suis le référent du staff médical ou coordinateur du staff médical, c'est-à-dire la personne qui vient tous les jours à la salle et qui fait tous les déplacements avec l'équipe. Ok, donc ça c'est super. C'est un rôle qui est peu commun. C'est-à-dire que tu vas faire la coordination entre les différentes parties du staff et en plus tu es présent au quotidien. Pour un ostéopathe, c'est pas commun. La plupart du temps, c'est des kinés qui font ça. Ouais. Et même maintenant, c'est obligatoire dans un club de première division d'avoir un kiné qui est salarié. Ok. Donc à l'époque, c'était pas le cas. Et c'est vraiment la spécificité, enfin, c'est vraiment le choix de Frédéric Fortet d'avoir choisi un ostéopathe plutôt qu'un kiné. En réalité, maintenant, avec du recul et tout ça, je vois bien que finalement, c'est le rôle plutôt du kinésithérapeute de faire ça. Et c'est vraiment bien que ça soit un kinésithérapeute qui fasse ça. Mais, entre guillemets, j'ai eu la chance, si tu veux, de pouvoir faire ça quand même, qui, dans mon expérience, moi, en tant qu'ostéopathe, m'a apporté énormément. Ok, super. Un thème principal, un des thèmes principaux du podcast, c'est le travail d'équipe. Ça sera quelque chose comme une forme de ligne rouge. Aujourd'hui, dans le cabinet juste en face, à quelques mètres de nous, il y a Xavier qui est kiné, puis qui est aussi un de tes amis. Donc clairement, les rôles ont évolué. En tout cas, toi, tu arrives en 2008, il y a ces quelques années au club en Pro B. Il va y avoir quelques succès aussi, ça je vais te laisser en parler peut-être un petit peu, et ton rôle d'ostéo là-dedans. Donc tu arrives avec ton bagage de ostéo exclusif, tu viens juste d'être diplômé, la reconnaissance de l'ostéopathie elle est toute fraîche puisque les décrets c'était 2002. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur cette période-là. Ouais, donc la loi qui reconnaît l'ostéopathie en France, c'est 2002. Et puis après, les décrets d'application, c'est en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est l'année, en fait, moi, à laquelle j'ai été diplômé. Donc c'était particulier quand même comme étude parce que donc moi j'ai choisi de faire ostéo à cette époque, donc la loi a été votée et les décrets d'application ne sont pas encore tombés. Ce qui veut dire que l'ostéopathie est reconnue, mais on ne sait pas comment elle va être reconnue, sous quelle forme, quelles sont les écoles qui vont être habilitées à fournir les diplômes et tout ça. Donc le fait de choisir ce métier-là à ce moment-là, c'est quand même pas anodin parce qu'on ne sait pas trop où va le paysage ostéopathique en France. Moi, j'avais quand même choisi cette école Idéo-Nantes pour certaines garanties. Il y avait notamment dans les professeurs pas mal de médecins, et dont un neurochirurgien, un futur doyen de la fac de médecine de Nantes. Donc il y avait quand même certaines garanties. Mais malgré tout, c'était quand même pas comme maintenant où on sait que quand on va faire une école d'ostéopathie, on va être diplômé derrière. Donc voilà, donc c'était quand même T'as pris un risque. C'était un peu un risque, ouais. Une prise de risque. Pourquoi faire ça? La question, c'est à l'époque, en fait, j'avais rencontré parce qu'à l'époque, c'était surtout des kinés qui étaient ostéo. Ouais, en réalité, il y avait déjà des écoles d'ostéo exclusives, mais qui étaient très marginales. C'était à Paris. J'ai décidé parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient et kinés et ostéo, et leur façon de présenter les choses m'a plutôt convaincu de faire de l'ostéopathie. Ok, bon, super. Merci pour ces quelques mots sur le passé. L'école, le risque que tu prends qui s'avère payant aujourd'hui. En tout cas, on imagine bien se replonger avec l'incertitude de qu'est-ce que ça va devenir. L'arrivée à Limoges, la rencontre de monsieur Frédéric Fortet. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur ces... Alors, on reviendra après sur l'aspect généraliste, sur l'ostéo, sur ta vision de la santé. Et là, tant qu'on est dans la partie, on va dire, sport de haut niveau, tu arrives avec une équipe qui est en Pro B et il y a quelques titres à venir à la clé. Pro B, Pro A, Pro A, et tu as cette particularité-là d'avoir été là pendant longtemps. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton rôle délicat de membre de l'équipe de l'ombre, entre guillemets, mais dans cette période-là? Alors, c'est une vaste question en réalité, parce que
Entre la Pro B, du coup, 2008 et premier titre, c'est 2014. Il y a donc 6 ans. Ouais. Et dans les 6 ans, il y a... donc, c'est pas vraiment le premier titre en réalité, parce qu'il y a eu aussi le titre qu'il faut pas oublier de champion de Pro B aussi, qui était une très bonne année d'ailleurs, avec Fred Sarr, qui était coach à cette époque, qui a pris sa retraite là, le week-end dernier. Voilà, petit clin d'œil. Voilà. Et en fait, moi, quand je suis arrivé au départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'école d'ostéo, on n'est pas formé à faire de la coordination du staff médical en réalité. Et donc, du coup, moi, j'arrive quand même si j'ai 1 an d'expérience de métier, on ne devient pas ostéo comme ça du jour au lendemain. Et du coup, quand on sort de l'école et quand on travaille ensuite, c'est déjà... enfin voilà, il faut quand même apprendre un peu le métier. Quand on arrive dans le sport de haut niveau, parce que la Pro B, ça reste quand même du sport de haut niveau, c'est aussi une autre étape en réalité. Et donc moi, quand je suis arrivé, clairement, j'ai pris le bouillon au début. Soyons clairs, il fallait que j'apprenne un nouveau métier, entre guillemets, ou en tout cas une partie très spécifique du métier, et aussi que je continue en réalité à apprendre mon métier, quoi. Plus la communication avec les kinés à l'époque, qui était un cabinet de kinés, et donc voilà, plus le médecin du club. Voilà, tout un environnement à appréhender, le discours aussi, la communication avec le coach, les délais aussi. Au départ, c'est très difficile de savoir appréhender quels sont les délais en fait de récupération quand un joueur se blesse. Et tout ça, au début, c'est très compliqué. Voilà. Donc, il y a 2-3 saisons en fait où c'est un apprentissage en réalité. Moi, je continue et voilà. Et au tout départ, il y a aussi peut-être un gap entre les attentes véritablement, qui sont quand même très importantes en termes de précision, et la capacité d'un jeune ostéopathe un peu isolé aussi, parce qu'au final maintenant le staff du CSP, ça n'a plus rien à voir, c'est beaucoup développé, et on a eu des jeunes kinés qui sont venus au sein du staff, et je pense que c'est quand même plus facile parce que le staff est plus complet maintenant et plus développé. Et donc bon, voilà, à l'époque c'était un peu particulier, et après au fur et à mesure on apprend le sport de haut niveau et on se met au niveau, hein. Et là pour le coup, moi j'ai mis vraiment les 2 mains dans le cambouis. Et au fur et à mesure, voilà, tu peux faire du curatif, tu peux faire ensuite essayer de faire de la prévention blessure, et ensuite tu vas chercher vers de la performance véritablement. Et c'est ça qui pour moi est intéressant, c'est de réussir à être utile, si tu veux, sur ces 3 aspects-là, quoi. C'est fort le message que tu délivres, je pense, particulièrement aux étudiants, aux collègues ostéo ou même aux soignants, d'avoir cette vision des différents aspects à la fois curatifs du traitement, ce que toi tu peux apporter comme bien-être aux joueurs avec les mains, dans le côté préventif, éviter que les blessures elles réapparaissent ou elles apparaissent, et puis dans les bilans, dans l'optimisation de la performance. Aujourd'hui, concrètement, dans tes sensations, dans tes mains, est-ce que tu peux dire comment est-ce que ça se passe avec un joueur pro? L'évolution, j'imagine qu'entre cette partie-là et aujourd'hui, elle est différente. Ouais. Ce que je peux te dire aussi, c'est que ces 3 années-là où j'étais, donc du coup, tous les jours, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas de jour de congé, hein, dans une saison de sport pro aussi, tu as des congés quand même à Noël. Mais sinon, c'est toi, tu vas travailler pendant que les joueurs se reposent. Donc du coup, tu n'as pas de jour off en réalité, du mois d'août au mois de juin, quoi. Fin mai, début juin, ça dépend si tu vas loin dans la saison. Ouais. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était un gros avantage pour moi, jeune ostéopathe, de pouvoir avoir les patients en fait sous les mains tous les jours. Parce que tu vas avoir, par exemple, une entorse de cheville bénigne, on va dire, ou classique,
Et en ostéo, au cabinet, tu vas pouvoir voir la personne plus ou moins rapidement. Ça dépend quand est-ce qu'elle prend rendez-vous et ça dépend à quel moment elle vient de consulter. Mais tu vas pas la voir tous les jours. Et le fait de pouvoir justement sentir sous les doigts la variation du jour, au jour le jour, c'est quand même une chance. Et c'est quand même pour moi quelque chose qui m'a énormément formé et qui a construit, si tu veux, ma palpation, mon ressenti et aussi ma capacité à savoir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est intéressant de faire, à quel moment, de pouvoir aussi faire le parallèle entre ce que j'avais appris, mes connaissances, et puis la pratique, quoi. Ok. C'est vrai que c'est finalement assez rare en ostéopathie de pouvoir suivre l'évolution de si près au quotidien. Exactement, ouais. Et ça, c'est une grande chance. Avec le recul, vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément appris. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour les jeunes ostéos. S'il y a des jeunes ostéos qui vont écouter ce qu'on raconte, c'est justement d'essayer d'appréhender ça. Parce que ça permet justement de développer, de voir véritablement comment les choses évoluent. Et c'est intéressant. On parle des jeunes, je fais un petit clin d'œil. Donc, ça fait maintenant 20 ans que tu pratiques. Alors, le diplôme un peu plus tard, mais 20 ans d'ostéo avec le début des études. Ouais, voilà, ça fait 20 ans d'ostéopathie, entre guillemets. Ouais. Là où pour moi, ça fait une douzaine. Je le vois encore aujourd'hui. La difficulté parfois de poser un pronostic après un soin, de dire en termes d'évolution, vous en avez pour 48-72 heures habituelles appris partout, mais oui peut-être, d'accord, mais au-delà de ces notions un petit peu, on va dire, répétées, transmises, comment est-ce que ton ligament latéral externe, pour parler de l'entorse de cheville, il peut évoluer? Comment est-ce que l'impact de l'œdème, ça va venir travailler sur la proprioception, faire un lien et avoir une idée de quand? Je trouve que ça fait partie des questions qui sont difficiles. Ouais, c'est super difficile, sachant qu'en plus, on pense toujours que c'est en rapport avec ce qu'on va faire, mais en réalité, c'est aussi en rapport avec ce que le patient il va vivre. Et donc, du coup, forcément, d'être dans un contexte qui est favorable, c'est-à-dire, et ça, dans le sport pro, on le voit, c'est-à-dire qu'un joueur qui va se blesser pour une raison ou pour une autre, mais qui est bien dans son basket, on va dire, pour parler des basketteurs, qui est bien dans sa vie, qui n'a pas trop de problèmes, et voilà, il va récupérer, a priori, assez facilement, en réalité. Et puis, un joueur qui va être en difficulté avec le coach, qui va, j'en sais rien, attendre un enfant, par exemple, ou sa femme attend un enfant, ou il a des problèmes relationnels, ou on ne sait jamais ce que traversent en fait les gens, et on sait aussi que ça va impacter en fait sa capacité à récupérer. Et donc du coup, il faut aussi essayer de tenir compte de ce contexte-là, quoi. Oui, je te vois faire un sourire délicat au micro, on le devine presque, mais c'est évident, je crois, c'est évident. En tout cas, c'est en train de devenir évident que ce contexte, il joue. Et comment ça se passe chez les sportifs pros? Eux, c'est leur job. J'imagine un peu naïvement qu'il y a aussi cet impact-là, on va dire relationnel, affectif. Tu parles de la naissance d'un enfant, ça change une famille, ça change une vie, ça change les nuits aussi, mais comment est-ce que toi, dans ta pratique avec eux, ça se manifeste, cette prise en charge un peu plus, on va dire, de ces différents aspects-là? Ils viennent te voir, alors je précise ma question. Aujourd'hui, les joueurs, ils viennent te voir, tu intègres l'ensemble de ces paramètres-là? En fait, ce qu'on m'avait dit comme conseil, c'était d'essayer de faire la même chose avec les sportifs professionnels qu'avec un patient lambda. Et en réalité, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que du coup... Parce que je pense à tous les sportifs amateurs bon niveau, voire même haut niveau, mais pas pro, qui nous consultent, qui viennent dans les cabinets et qui ont, à la différence des pros, pas ce temps de récup là, qui ont des métiers à côté et qui souvent se blessent et se blessent peut-être plus et plus longtemps. Je sais pas, est-ce que toi tu vois ça aussi dans le cabinet, des gens qui...
Alors, déjà, on voit la différence entre un basketteur de Pro B, par exemple, et puis un basketteur Euroleague. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir les basketteurs de Pro B et les basketteurs Euroleague aussi. Et en fonction de l'histoire, en fait, du patient, c'est-à-dire un joueur de Pro B, alors on a eu des très bons joueurs en Pro B, c'est pas ça la question, avec une hygiène de vie très importante et avec un professionnalisme, une conscience, si tu veux. Et donc, du coup, l'histoire en fait de la personne, est-ce que il a eu des soins réguliers? Est-ce que il prend soin de son corps? Est-ce qu'il a des habitudes de travail, mais des habitudes aussi de récupération? Ça va faire la différence, bien évidemment, dans la capacité de récupération. C'est aussi l'implication. Ce qu'on peut voir au cabinet aussi, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont plus ou moins être impliqués dans leur récupération, qui vont y accorder plus ou moins d'importance. Tu en as d'autres qui viennent au cabinet et puis qui vont tout de suite, j'en sais rien, par exemple, si on reprend le parallèle, l'image de l'entorse, tu as des gens qui vont forcer sur leur cheville, tu en as d'autres qui vont être au contraire très précautionneux et qui vont pas du tout bouger, et tu en as d'autres qui vont être à l'écoute, avoir une conscience corporelle, déjà avoir une connaissance, peut-être qui ont déjà eu un traumatisme auparavant, qui ont déjà eu une blessure, ou alors qui ont familialement, si tu veux, une éducation et qui fait que ils vont avoir confiance dans la récupération. Enfin, il y a plein de beaucoup en de réalité, paramètres. il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Ok. C'est peut-être le moment du coup de faire un parallèle ou de te poser la question. Dans la préparation, je m'étais noté les grandes définitions. En t'écoutant, en t'entendant parler, là, je me rends compte de la quantité de paramètres que tu inclus, que ce soit chez le sportif pro, de bon niveau Pro B ou de très bon niveau Pro, voire même qu'on essaye d'inclure, parce Euroleague. qu'on ne peut pas tout inclure. Je pense qu'il faut aussi... Tu fais bien de préciser. En tout cas, essayer d'être juste sur le fait que on essaye en fait de faire les choses le mieux possible avec tes ouais. capacités du moment. Et d'ailleurs, on reparlera tout à l'heure du staff et de l'intérêt d'avoir la proximité du médecin du sport, du médecin de l'équipe, et puis des kinés et de l'autre partie du staff qui va aussi inclure d'autres paramètres, on va dire plutôt médicaux, sur les pathologies, sur l'imagerie, etc. Où là, peut-être que ton rôle d'ostéo, il est on va dire un peu entre parenthèses. Mais c'est chacun son voilà, domaine. Exactement, Bien sûr. Chacun sa force et chacun ses limites. Je reviens sur le petit parallèle et la définition de l'ostéopathie. Est-ce que ce petit jeu-là de nous faire une définition de l'ostéo, c'est OK pour toi? Alors, tu m'en avais parlé déjà, donc j'ai un peu réfléchi à la question, mais c'est vrai que c'est pas évident finalement. C'est pas évident du tout. J'ai trouvé une définition mais que je dois lire en réalité parce que je l'ai pas retenue par cœur. Voilà. Et donc, du coup, la définition que j'ai trouvée, et qui est une définition historique, on va dire, de l'ostéopathie, mais je trouve qu'elle est intéressante parce que ça permet un premier point de réflexion sur qu'est-ce qu'était l'ostéopathie. Parce que l'ostéopathie, je pense, c'est quelque chose quand même de vivant et qui, à mon avis, doit être vivant. C'est-à-dire que même si ça a été fondé par Andrew Taylor Still et qu'il y a eu d'autres personnes qui ont mis... je pense que toute discipline doit évoluer aussi avec le temps, en réalité. Et surtout, je vais te lire la définition, ça sera peut-être plus parlant d'en parler après. La médecine ostéopathique est une philosophie des soins de santé et un art particulier supporté par une connaissance scientifique étendue. Sa philosophie embrasse le concept d'unité de structure, entre parenthèses anatomie, et de fonction, entre parenthèses physiologie, de tout organisme vivant. Son art consiste en l'application de sa philosophie dans la pratique de la médecine, de la chirurgie et de toutes leurs branches et spécialités. Sa science inclut la connaissance comportementale, chimique, physique, spirituelle et biologique en relation avec l'établissement et le maintien de la santé, aussi bien que dans la prévention et le soulagement de la maladie. Les concepts ostéopathiques s'appuient sur les principes suivants. 1. L'être humain est une unité de fonction dynamique. 2. Les processus corporels comportent des mécanismes autorégulateurs qui sont par nature autoguérisseurs.
3. Structure et fonction sont étroitement et mutuellement interdépendantes à tous les niveaux. Et 4. Tout traitement rationnel se fonde sur ces principes. Donc, c'est assez global. Ce que moi, je trouve qui est intéressant dans l'ostéopathie, c'est un mélange entre les connaissances, et donc les connaissances scientifiques, et là, c'est noté, hein, c'est-à-dire scientifique. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on fait souvent le reproche à l'ostéopathie de ne pas être suffisamment scientifique, suffisamment rigoureux. Malgré tout, on se base quand même, et le principal de nos études, c'est quand même d'apprendre l'anatomie, la biomécanique, la physiologie. Et donc, je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent bien ça et qu'on ne fait pas de la magie, mais qu'on se base sur des connaissances véritablement. Et qu'ensuite, associé à ces connaissances, on va appliquer ou on va essayer de coller en réalité un savoir-faire. Et donc, ce savoir-faire, c'est quelque chose qui est plus empirique, qui, pour l'instant, on n'a pas encore véritablement d'études sérieuses et intéressantes, en réalité, qui permettent de valider telle ou telle pratique. Mais c'est un savoir-faire. Et dans ce savoir-faire-là, il y a la notion d'art. Et pourquoi la notion d'art ? Parce qu'on utilise nos sens, en réalité. Et donc, du coup, on va mêler les connaissances scientifiques et l'utilisation des sens. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant en ostéopathie, et c'est ce qui fait la spécificité de l'ostéopathe. Waouh! Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond largement à ma question. Bravo pour la définition. Peut-être que pour la partie théorique, on la mettra en description de l'épisode, comme ça il y aura la partie écrite, si tu es d'accord avec ça. Et donc je te donnerai, je l'ai prise dans un livre qui s'appelle de Paul Lee. On mettra la source. Ouais, on mettra la source dans le descriptif. Qui, a priori, est quelque chose d'assez ancien, en réalité, comme définition. Les connaissances, le côté scientifique, l'anatomie, ça fait maintenant, je vais dire 5 siècles à la louche qu'elle est quand même bien connue. Il y a des affinages, mais depuis qu'on a le droit d'étudier les cadavres et que la religion la religion, depuis que c'est possible pour des chirurgiens, pour des médecins, pour des anatomistes de pouvoir toucher, on connaît mieux, connaissances scientifiques. On entend aussi le besoin de savoir-faire. Donc il y a une côté de transmission, de mentorat, de compagnonnage presque dans la transmission de cet art dont tu parles. On pourrait envisager ça, et je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment très intéressant dans les études ostéopathiques. J'ai pas l'impression que ça soit complètement fait. Je m'en rends compte aussi à travers notre relation, parce que en fait, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que je te connais au départ en tant que patient, et je t'ai eu en tant que patient avant que tu fasses tes études d'ostéopathie. Et donc du coup, même si on se voyait principalement au cabinet, mais malgré tout, certaines choses sont nées aussi de nos échanges, toi en tant que patient et moi en tant que praticien, en essayant, moi, d'essayer de te donner ou d'essayer de te faire comprendre ce qui me paraissait intéressant ou ce qui me paraissait pertinent de pouvoir te transmettre, en plus d'essayer de t'aider physiquement, quoi. Et ouais, c'est tout à fait vrai. J'envisageais pas du tout ça dans le podcast numéro 1, mais c'est très honnête et c'est très transparent. Ça fait, on a regardé tout à l'heure, ça fait quoi, 13 ans. 13-14 ans. Ouais, c'était 2010. Ouais, waouh. Et ouais, 13 ans. Et c'est tout à fait vrai. Et je retrouve dans le côté transmission, réflexion, pédagogie, cette humilité, cette bienveillance dont tu fais preuve, en fait, qui pour moi est un paramètre important dans l'apprentissage. On a plusieurs profs, je pense à plusieurs profs dans mon parcours, qui nous disaient que c'était quelque chose qui se transmettait d'humain à humain, et je trouve que c'est intéressant. C'est pas suffisant. Il y a de la connaissance, il y a de la recherche scientifique qui est en train de normaliser certaines choses, mais il y a aussi un côté humain, que ça soit dans les discussions qu'on a pu avoir sur le fait de
trouver ce qui peut faire sens Ouais. dans le soin, que ça soit pour le fait d'aller creuser sur des comportements, qu'est-ce qui fait que je peux arriver à avoir des tensions dans le corps. Et c'est ça aussi qui m'a plu quand j'ai relu la définition, justement, et que justement, il parle de la connaissance comportementale, il parle aussi de spiritualité, même si la spiritualité, mais c'est aussi du sens en réalité. Bien sûr. Hein. Tout à l'heure, je vais dire un peu naïvement, entre guillemets, je disais le mot religion par rapport à la découverte de l'anatomie, parce qu'il faut quand même le dire, ça fait que 500 ans qu'on a le droit d'étudier ça réellement, loin du côté religieux, et chacun ses croyances et ses idées, et c'est vraiment important. Mais le côté spirituel, il fait partie de la définition de la santé de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et elle décrit la santé comme un état de bien-être complet, et elle inclut la notion de spiritualité. Donc j'aime bien, je fais un petit clin d'œil sourire, mais j'aime bien ce parallèle-là entre la définition que tu nous partages et la définition de l'OMS de la santé. Ouais. Ouais, c'est sûr que l'ostéo et la santé, c'est quand même, ça va ensemble normalement. C'est relié, ouais. J'espère aussi. Ok, pour la définition, tu relèves le défi. C'est une définition très complète. Alors moi, j'ai rien inventé. Hein. J'ai juste lu une définition existante. Tu as fait la ce démarche. qui m'intéresse, c'est aussi de voir que il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui sont tirées du chapeau, et c'est juste des principes, et qui après évoluent en fonction des connaissances, en fonction justement de l'avancée en fait scientifique. Ouais, bien sûr. Et ça, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, sans oublier par contre ce qui me tient, parce qu'on parle beaucoup d'evidence-based et tout ça, et je pense que c'est très intéressant d'avoir des choses qui sont validées scientifiquement, et ça me paraît essentiel à partir du moment où on est justement sur de la recherche de la santé. Mais il ne faut pas oublier non plus le savoir-faire. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose aussi qui est très important dans la transmission ostéopathique, et aussi dans les compétences de l'ostéopathe. Ouais, je partage complètement, mais vraiment dans cet esprit-là, on en a discuté à différentes reprises déjà de cette délicatesse, je vais dire, des différents abords sur est-ce que c'est prouvé ou pas, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est limitant. Je crois que c'est vraiment bien résumé. Se rapprocher le plus possible de la science pour pouvoir communiquer notamment avec les autres pros. Et puis ça va peut-être nous faire une transition sur la partie pluridisciplinaire et ces liens-là sur ce que nous, on peut apporter avec nos mains. Avant de parler des autres, je veux bien quand même parler de quelque chose d'important qu'on a oublié, je crois. C'est la sensorialité. Je pense que c'est une des particularités de la définition que tu proposes, d'utiliser les sens. Ça fait écho chez moi, en tout cas. Tu vois, un ostéopathe, c'est un magicien avec les mains qui remet en place les vertèbres quand elles sont déplacées à gauche ou à droite. Non, c'est une petite blague, hein. C'est de la sémantique, mais les vertèbres, elles ne sont pas luxées, déplacées. Il y a des tensions dans le corps, il y a des dysfonctions ostéo, et on agit avec nos mains, ok, mais la magie non plus. Par contre, la sensorialité, ça m'intéresse parce qu'il y a un côté neurophysiologie, vraiment pur et dur. Même le principe de dysfonction maintenant est remis aussi en cause pour son côté aussi un peu nocebo. Ce dont on a déjà parlé aussi, alors c'est pas facile au final parce qu'on se connaît, et donc du coup on a déjà parlé. Là, ouais. on doit redire des choses, qu'on a déjà dit, et dont on a déjà parlé. Et merci de me relancer là-dessus, parce qu'au final, sur la définition, j'ai pas tout dit, et j'ai pas dit aussi peut-être l'essentiel de ce qui fait l'intérêt de l'ostéopathie selon moi. Ouais. On dit toujours, est-ce que tu es un ostéopathe qui fait craquer? Est-ce que tu es un ostéopathe qui utilise des techniques douces? Est-ce que telle ou telle technique? On parle beaucoup de technique, et pour moi c'est là aussi la différence avec ce qu'on peut faire sur de la thérapie manuelle. En réalité, pour moi, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, mais souvent dans thérapie manuelle, on considère l'apprentissage seulement de technique.
Et moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve le plus intéressant dans l'ostéopathie, c'est finalement plutôt la mise en place du diagnostic spécifique ostéopathique, c'est-à-dire en fait ce qu'on peut lire, ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut apporter au patient sur la compréhension de ce qui lui arrive en réalité. Et c'est-à-dire que d'utiliser nos sens, et principalement la main, mais on parle toujours en ostéo qu'il faut faire sa main, on en a déjà parlé ensemble, et c'est un de mes profs de physio que j'ai eu, c'est un Belge qui s'appelle Max Girardin, qui m'a dit ça, et qui disait qu'au final on parlait beaucoup des mains, mais au final, qu'est-ce qui fait la banque de données finalement du ressenti, ça se passe au niveau du système nerveux central. Tu m'avais, à juste titre, quand on avait discuté, parlé du système nerveux central, parce que moi j'avais dit cerveau, et en réalité tu as raison, il faut être précis, et vraiment de se faire la main, en réalité, c'est se faire une base de données, et ça se passe au niveau du système nerveux central en réalité. Et à mon avis, ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on apporte. Pour moi, c'est ça la plus-value, c'est de justement, avec l'expérience, avec l'apprentissage, un peu comme un musicien ou un peu comme un sportif professionnel. Ceux qui font du shoot, par exemple, ils vont avoir un geste, ils vont avoir, qui vont leur permettre justement d'effectuer tout le temps le même geste. En fonction des différents tests qu'on va faire très régulièrement chez tous les patients, eh bien, on va pouvoir différencier. Est-ce que là, ça se passe normalement, ou est-ce que là, il y a une problématique dans la qualité ou dans la quantité de mouvements, et du coup, pouvoir essayer de réfléchir à partir de ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, ou qu'est-ce qui peut se passer, ou qu'est-ce qui va se passer, voilà. Merci pour les précisions sur le développement de cette banque de données dont tu parles, et puis du lien avec le système nerveux central. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il me semble, en tout cas, la perception que j'ai, c'est que c'est pas uniquement, je vais dire, cortical au sens néocortex. Il y a aussi une partie de l'information qui vient probablement de structures plus profondes et moins conscientes. Tout n'est pas conscientisé au sens réfléchi dans les trois couches, dans le cerveau. C'est pédagogique comme approche, mais les trois cerveaux avec le reptilien, vraiment la partie la plus archaïque phylogénétiquement parlant, puis le limbique et le néocortex, c'est schématique, c'est pas exactement ça, mais ça permet de dire qu'on reçoit des informations à travers nos mains principalement, nos sens, et qu'on va petit à petit apprendre avec l'expérience, les échanges, à décoder ces informations-là. Oui, et puis ce que tu dis aussi, et c'est ce qu'on sait aussi quand on apprend les techniques, c'est de dire c'est pas que la main qui travaille, au final c'est tout le corps qui travaille. Oui. Et je pense que c'est valable pour quand on réalise une technique, mais c'est aussi valable pour quand on fait de l'écoute active en réalité, ou quand on fait des tests. On a en proprioception en réalité, aussi des choses qui sont intéressantes. Et après, sur le ressenti, on va dire un peu plus global, c'est là aussi où c'est pas évident, et c'est là aussi où ça fait un peu polémique, de dire est-ce qu'on a le droit d'utiliser son ressenti sur une démarche professionnelle. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité, je pense, de l'ostéopathe. C'est justement de pouvoir essayer d'utiliser son ressenti pour aider en fait le patient. Et c'est là où c'est pas facile, justement, parce que c'est subjectif, et qu'on sait que tout ce qui est suggestif, il va y avoir une partie de nous, en fait, qui va, de notre histoire, de nos croyances, de tout ce qu'on veut, qui va se mettre là-dessus. Et c'est là où il va falloir utiliser vraiment une justesse pour savoir est-ce que de partager ce ressenti-là, est-ce que ça va être utile ou non pour le patient. Et à mon avis, c'est là aussi la difficulté
du métier d'ostéopathe, parce que même si c'est un beau métier, c'est un métier qui est aussi un peu difficile. Oui, je te rejoins, c'est joliment dit. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a un intérêt à le dire, à le partager? Et puis parfois, c'est des perceptions, c'est de l'interprétation. Des fois, on dit que les sensations sont toujours justes, mais l'interprétation qu'on en fait, pas vraiment. Ouais, je partage ça, mais pour pouvoir complètement se dissocier de ces sensations sans passer par la carte interprétation, dans la théorie, ça marche, dans la réalité, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, c'est valable pour tous les métiers de la santé, hein. Je veux dire, même si tous les métiers essayent de diminuer cet aspect subjectivité, ça reste aussi, et c'est ce que tu disais sur la transmission entre humain à humain, le soin, pour moi, il y a une dimension aussi d'intérêt de garder cette relation d'humain à humain. Parce que sinon, autant utiliser des algorithmes, autant utiliser des ordinateurs qui feront, si on se base que sur des probabilités, qui feront bien mieux et qui feront sans doute moins d'erreurs qu'un humain. Mais par contre, on va perdre quand même quelque chose dans la relation d'aide, à mon avis. Et aussi, c'est ce qu'on apporte, nous, en tant qu'ostéopathe, par le toucher aussi, hein. Et qui, à mon avis, est essentiel, ou en tout cas que moi, je considère comme essentiel dans le soin. Ouais, je pense même qu'on peut dire que une partie de notre spécificité en tant qu'ostéo, c'est le bien-être délivré avec les mains. Alors, je mets des guillemets, mais dans le côté arriver à travers la main, également faire passer ça, là où à distance, dans plein d'autres relations humaines, où il y a simplement de l'échange verbal qui est nécessaire. Tu parlais de l'écoute active tout à l'heure, ça me fait penser à Carl Rogers. Il y en a plein de travaux qui montrent la communication non violente, communication bienveillante. C'est en train de se développer aussi, même dans le monde de l'entrepreneuriat, même dans du business, même dans des sujets qui sont hors soins. À la différence où en ostéo, en plus de ces compétences relationnelles dont on a besoin, l'interface entre nos mains et le corps d'un patient, il va permettre cet espace de bien-être, entre guillemets. Oui, alors bien-être, c'est là aussi où je suis d'accord avec le bien-être, mais pour moi, il y a la santé et il y a le bien-être, qui sont deux choses qui sont un peu différentes. Ouais, c'est bien qu'on parle de ça, du coup. Moi, j'ai peut-être la prétention, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a appris, si tu veux, dans mes études, et c'est peut-être une autre... une vision assez haute de l'ostéopathie. Mais moi, je pense que l'ostéopathie peut apporter du bien-être, c'est sûr, mais a aussi son rôle à jouer dans la santé, véritablement. Ouais. Et donc, je pense qu'on ne fait pas que du bien-être, c'est-à-dire que ce n'est pas que des papouilles, et qu'on fait aussi des techniques, on fait aussi un diagnostic qui va permettre au patient d'améliorer sa santé. Et ça, et je le vois, moi, dans ma pratique au quotidien, et je suis persuadé de ça, et j'espère que l'ostéopathie va continuer d'évoluer aussi dans ce sens, parce que je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans, et qui est intéressant. Alors, je précise, du coup, bien-être, être bien, bien-être. Non, mais j'avais compris. Mais du coup, j'y tiens, et je te remercie de préciser ça. Quand je disais bien-être, je pensais au moment du soin où tu sens dans tes mains qu'il y a une structure qui se relâche, typiquement. Peu importe la structure. Ça fait du bien, quoi. Ouais, ça fait du bien, en fait. Les patients, ils continuent de venir nous voir et on les remercie pour ça. Aussi parce qu'on leur fait du bien. Je pense que c'est important de dire, hein. Ils payent pour venir. Mais aussi des fois, et notamment, on parlait des sportifs professionnels, on sait aussi qu'il y a certains patients qui ont besoin d'avoir mal pour aller mieux aussi. C'est vrai. Et dans le travail manuel des sportifs pros,
on retrouve souvent quand même des densités importantes, on retrouve souvent quand même des choses qui sont assez difficiles au final à travailler et qui peuvent faire mal en réalité. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que faire mal, c'est pas enfin, ne pas faire mal, c'est pas forcément obligatoire en ostéo. Ouais. À partir du moment où, bien évidemment, on informe le Consentement patient, éclairé, à partir du moment ouais. où le patient est d'accord avec ça, et à partir du moment où on va pas créer des lésions chez le patient, parce qu'il faut faire attention, bien évidemment, plus on va travailler en force, plus il y a une notion de dangerosité quand même. Hein. Bien sûr. Mais malgré tout, je suis pas pour dire que c'est absolument que des trucs cool quoi, dans la manière dont on travaille. Bien évidemment, moi, dans ma façon de pratiquer, j'essaye au maximum d'utiliser les techniques les plus confortables et les moins les plus agréables en réalité. Mais parfois, ça nécessite quand même, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ouais, j'entends ça. Je suis sûr qu'il y a plein de patients, plein de personnes qui vont se reconnaître dans le fait à la fois de sortir de chez l'ostéo un peu entre deux, waouh, ça fait du bien. Aussi, je pense à plein de patients qui disent mais ça m'a pas fait assez mal, là, vous n'avez pas touché la bonne structure, Oui, là, il y a j'ai des rien gens qui sont senti. comme ça, vraiment. Hein. Ouais. Et ça fait aussi partie du jeu. Et puis je refais le petit clin d'œil sur le bien-être, sur le moment. En fait, sous la main, il se passe quelque chose. Il y a des gens qui n'aiment pas être massés et c'est OK, ça se respecte. Et il y en a d'autres à qui ça fait du bien. Et je crois que post-Covid, j'ai encore plus cette sensation-là, avec l'éloignement qu'il y a pu avoir et cette mise à distance des contacts dans les bises, dans les poignées de main, dans les accolades, que ça fait du bien. Voilà, c'est un moment qui fait du bien aussi. C'est pas suffisant et ça veut pas dire que j'ai pas une très haute opinion de l'ostéo sur le rôle qu'on peut apporter aux gens. Non, Au bien contraire. sûr, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Ok. Pour l'ostéo, ça me paraît bien. J'ai envie de parler avec toi aussi de la... allez, je vais dire, après avoir parlé de ton expertise un petit peu du sport de haut niveau, d'une particularité que tu as dans le fait d'avoir développé un réseau grâce à ce sport de haut niveau, est-ce que ça fait 15 ans que tu es ostéo maintenant, aujourd'hui. On a compris que tes techniques, elles avaient évolué à travers notamment ton expérience de coordinateur et d'ostéo qui a pu mettre les mains beaucoup. Pendant plusieurs heures, tu as pu voir les patients de très bon niveau sur du moyen terme et voir comment les tissus évoluaient, enrichir ta base de données. On a compris un petit peu ta vision assez large de l'ostéo, le sens, la transmission. Il reste un sujet qui me tient à cœur parce que tu fais partie des experts dans ce domaine-là en tant qu'ostéo, c'est le staff, dans le cadre du CSP, mais aussi en dehors. Je crois que tu interagis beaucoup, notamment avec un médecin du sport, notamment avec un kiné, et puis tu as développé cette capacité à réorienter parfois, et pour moi, ça fait aussi partie de la chance qu'on a en ostéo, d'avoir cette possibilité de travailler en équipe pour prendre en charge ça. Alors, oui, je pense que vraiment, pour moi, pour être performant, il faut aussi avoir conscience de ses limites. Et donc, du coup, bien évidemment, l'ostéopathie, c'est un métier qui est intéressant, on peut essayer d'apporter quelque chose dans beaucoup de domaines en réalité. Mais il faut aussi avoir conscience de ses limites et bien évidemment, on ne va pas faire de la rééducation. Bien évidemment, on ne va pas faire de l'imagerie. On ne va pas non plus pouvoir faire des choses quand il y a une atteinte qui va être structurelle. Et donc du coup, c'est sûr que il faut travailler en équipe. Au sein du CSP, comment ça marche? Ça marche avec un médecin du sport, d'accord, qui va lui intervenir principalement à son cabinet. À Limoges, il travaille dans une clinique et il va venir régulièrement en fait à la salle, notamment aussi à tous les matchs, parce qu'il y a une obligation légale d'avoir un médecin pour chaque match de championnat. Lui, il va être en contact direct avec le kiné qui est à temps plein, d'accord, qui est un kiné qui est salarié. Et eux, en fait, les deux, kiné et médecin, c'est le staff rapproché, on va dire, staff médical rapproché. Ok. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des contacts qui sont quotidiens,
même si en réalité on a des groupes de discussion, donc on peut avoir des messages quasiment quotidiens sur ces groupes-là, mais avec éventuellement une lecture ou un avis qu'on peut donner, mais on ne va pas être sollicité, en tout cas moi en tant qu'ostéo, je ne suis pas sollicité tous les jours, d'accord ? J'interviens principalement moi à mon cabinet et je fais un bilan en fait en début de saison et en fonction du bilan on va déterminer je ne sais pas si ça t'intéresse qu'on parle de ça, du bilan aussi. Oui, bien sûr. Ouais. On reprendra la partie staff et pluripro après. Ouais, Il y a juste, on peut peut-être les saluer, dire les noms si ça te va. C'est Limoges, c'est dans le cadre du podcast. Si tu veux, Docteur Gerbeau. Donc c'est Docteur Guillaume Gerbeau qui est à la clinique du sport, enfin à la clinique Chénieux au pôle Médisport. Il y a un kinésithérapeute qui est salarié, qui est allemand cette année. Ça a changé cette année. C'est Kylian, et alors son nom de famille, je vais avoir du mal Kylian, c'est bien. à le prononcer. Et puis après, on a cette spécificité à Limoges d'avoir un kiné aussi expert qui est Xavier Dumillier, qui est mon collègue aussi au cabinet. Depuis qu'il a arrêté d'être kiné à temps plein avec le club, salarié avec le club, il a fait ça pendant 7 ou 8 ans, il faudrait lui demander. Et ben, il est venu travailler au sein du cabinet dans lequel moi j'exerçais déjà. Et du coup, voilà, en gros, il y a 4 personnes qui sont... Enfin, il y a 2 qui sont vraiment quotidiennement. Ouais. Xavier qui vient, mais lui qui passe 2 fois par semaine quand même à Beaublanc. Donc, il vient aussi plus régulièrement à Beaublanc. Moi, je vais à Beaublanc quasiment que pour les matchs à domicile. Ça arrive de me déplacer, mais c'est assez rare, sauf pour les tests de début de saison. Et après, en plus de ça, il y a Jean-Luc qui est un kinésithérapeute qui va venir faire de la récup. En fait, il fait des massages récup. Il vient aider en fait le kiné pour que le kiné puisse faire des soins plutôt curatifs. Lui, il va faire de la récup 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Et puis, on a aussi Éric Charles, qui est un psychiatre, un médecin psychiatre, qui fait aussi des bilans. Voilà. Et puis, on a aussi un podologue. Il y a aussi des ophtalmos. Il y a aussi... Et puis, le fait que, justement, Guillaume Gerbeau soit au sein de la clinique, ça fait qu'il y a un accès aux spécialistes très rapidement s'il y a besoin, que ce soit pour des imageries ou que ce soit pour d'autres choses. Voilà en gros comment ça fonctionne. Merci pour ça, parce que finalement, je pense que assez peu de personnes connaissent l'intérieur d'un staff. Depuis cette année, on est sur une partie du staff et sur le site. Et oui, bien joué CSP. D'ailleurs, un petit clin d'œil au CSP pour ça. Il y avait un petit paragraphe qui disait, donc je cite, « Qui sont ces hommes et femmes de l'ombre qui œuvrent en coulisses pour que le club fonctionne au mieux. Ils font partie de la CSP Family et méritent d'être connus. » Parole de staff. J'ai trouvé ce petit mot très juste et effectivement, vous faites partie de l'ombre, mais qui est nécessaire. Je crois que beaucoup de basketteurs pro, mais de sportifs pro le disent, hein, c'est aussi les fondations. On a besoin de vous et c'est un rôle qui ne doit pas être toujours... pas si souvent que ça dans la lumière. Alors même si tout à l'heure tu me remontrais les magazines, les journaux et toutes les médailles, et ça doit être fort de dire ça, on en dira peut-être un petit mot tout à l'heure, mais de jouer entre l'ombre et le fait d'être à Beaublanc et pas. On a compris, pour synthétiser, que tu bossais en staff. On a compris aussi comment ça fonctionnait au CSP et puis j'imagine dans d'autres clubs, avec qui fait quoi. Et tu avais commencé à nous parler des bilans de pré-saison. Ça, je pense que c'est intéressant. Comment est-ce que ça se passe ? À Limoges, on peut dire un petit mot. C'est qu'à Limoges, jusqu'à présent, on avait un staff médical et on a toujours un staff médical qui est assez développé pour un club de Pro A. Et ça, c'était la volonté de Frédéric Fortet en réalité, ancien joueur, comme je disais au départ. C'est lui qui t'a recruté avec la petite anecdote. Voilà, c'est grâce à lui, c'est lui que j'ai rencontré, qui m'a fait venir. Au départ, il voulait un ostéopathe et c'est pour ça que moi, j'ai fait les 3 ans comme ça. Et après, on s'est rendu compte, enfin moi je lui ai dit, et puis on en a parlé, qu'il fallait que ça soit un kiné. Et puis après, ensuite, quand tu passes en première division, il y a eu cette règle qui disait que de toute façon, il fallait un kiné qui soit salarié du club, ce qui n'était pas le cas au tout début et tout ça. Donc on pourrait dire, je te coupe une seconde, que en fait vous avez un peu anticipé, parce qu'à l'époque avec Frédéric Fortet en 2008, vous anticipez vraiment ce qui se passe aujourd'hui, la structuration, le rôle du kiné. C'est lui, c'est sa volonté. C'était je veux dire, mais moi, on en a parlé. Bien sûr. Je veux dire, et il était à l'écoute. Et puis après, quand Xavier est arrivé,
On en a parlé aussi ensemble et tout ça. Voilà. Donc c'était vraiment une volonté de développer ce staff. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait quelles sont les équipes qui gagnent les championnats en réalité. Ouais. Ça, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Ok. C'est les équipes qui ont les meilleurs joueurs. Et ces meilleurs joueurs, il faut qu'ils soient sur le terrain en réalité. Et donc du coup, il faut, et ça nous est arrivé, de gagner des matchs parce que en face, il y avait des blessés. Et donc du coup, il faut avoir les meilleurs joueurs et il faut que ces joueurs ils puissent jouer le plus grand nombre de matchs possible. Et donc du coup, Frédéric Fortier, il avait très bien compris ça. Et comme ça coûte moins cher de faire un staff médical que de recruter des joueurs qui sont hyper chers en réalité, eh ben, il avait décidé d'investir un peu sur le médical pour justement pouvoir avoir peut-être un peu moins de joueurs, mais que ces joueurs-là puissent être sur le terrain. Et donc voilà. Et puis ensuite, après, ça continue de se structurer avec l'arrivée de Guillaume Gerbeau, médecin, et puis après, du coup, Eric Charles et tout ça, et ainsi de suite, quoi. Ok. Donc, la Et bonne. moi, j'ai eu la chance de voir toutes ces étapes-là. L'évolution. Ouais. Je sais pas si c'est que de la chance. C'est un petit clin d'œil, mais. Non, c'est- non, je pense pas que c'est que de la chance, mais pour moi, c'est une chance d'avoir Ouais, vu bien ça, sûr. si tu veux, l'évolution de ça, quoi. Qui est grande, du coup, là, en t'écoutant, Ah en oui, qui est imaginant, grande. Bah, entre l'arrivée en Pro B, la structuration, c'est et toujours aujourd'hui. difficile, mais aujourd'hui, on continue quand même à recevoir des joueurs qui n'évoluent plus à Limoges et qui évoluent dans des grands championnats européens et qui viennent de temps en temps se faire soigner à Limoges. Donc ça reste quand même, si tu veux, c'est une fierté aussi pour nous, hein. Et puis ça montre que quand tu mets de l'énergie dans quelque chose, parfois ça porte ses fruits. Et donc voilà, c'est... voilà. Et on essaye et on va essayer aussi de continuer à l'avenir de pouvoir justement essayer de faire ce qu'on a mis en place au sein du club, de pouvoir le faire en fait pour le sportif, soit le sportif amateur mais qui s'entraîne comme un pro, parce qu'il y en a, soit aussi, et aussi pour le sportif amateur plus classique, quoi. L'idée, c'est ça, avec mon collègue, et puis avec Clément Sartel aussi, qui bosse avec nous maintenant. Et puis, enfin voilà, on a des projets aussi, avec Valentin aussi, de pouvoir justement essayer d'offrir la même prise en charge, si tu veux, au sein du cabinet que ce qu'on peut essayer de faire pour les pros. C'est une belle perspective pour le projet. Et je reviens sur ce que tu disais, le fait de cette fierté que des joueurs qui évoluent dans des grands championnats reviennent vers vous, c'est une forme de grande conscience. Est-ce que ça fait partie des choses qui te motivent de continuer dans la prise en charge des sportifs, qui parfois est contraignante, parce que tu disais que tu restais maintenant plutôt à la maison que sur les déplacements, mais je sais que tu as fait des déplacements pendant longtemps, que tu n'as pas trop compté tes heures non plus. C'est exigeant, c'est-à-dire que le sport de haut niveau, c'est exigeant. Et moi, j'essaye ça me permet de garder, si tu veux, une stimulation. C'est-à-dire que maintenant, plus de 15 ans que tu travailles, il faut trouver en fait des choses qui continuent à te pousser un petit peu. Moi, ce qui me pousse véritablement, c'est la compréhension des choses en réalité. C'est-à-dire que ce qui m'anime dans l'ostéo et ce qui me plaît là-dedans, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche en réalité. Et comment ça marche, qu'est-ce qui a pu faire quoi, et voilà, comment le corps humain fonctionne, à la fois pour moi au final, parce que je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est aussi de me connaître moi-même, et puis aussi pour pouvoir aider les autres. Donc voilà. Et après, la question c'était qu'est-ce qui continue de motiver? Ouais, Est-ce que le je fait me demande que les joueurs reviennent, on n'a pas parlé de ça, mais bosser pour un club, c'est un peu particulier parce que en fait, la relation de soins à l'intérieur du club, elle est un peu particulière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es commis d'office. C'est-à-dire que là, cette année, il y a 10 joueurs pros, par exemple. Après, tu as des jeunes que tu rajoutes, mais qui viennent à Limoges. Ils n'ont pas choisi leur ostéopathe.
Donc, ils viennent et c'est comme ça. ils ont moi, comme ostéopathe, commis d'office. Et donc, du coup, la relation de soins, elle n'est pas du tout la même que les gens qui viennent directement au cabinet, ou tu parlais des joueurs, des anciens du club, ou des sportifs pros, même dans d'autres domaines, qui peuvent venir au cabinet pour justement... pour me voir moi en réalité, ou pour voir mon collègue, et puis après je les vois, et inversement. Et donc, c'est tout un travail pour créer l'alliance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire créer la relation de soins, en fait, une relation qui soit propice aux soins. C'est aussi pour ça qu'on fait des bilans. Ça part un peu dans tous les sens, c'est pas facile, mais... et donc, du coup, c'est un peu fatigant en réalité, parce que il y a des joueurs ou il y a des personnes avec qui ça va matcher rapidement, ça va être facile, ça va être une relation de soins qui va être facile, et il y en a d'autres, ça va être un peu différent. Et puis, on est tous les deux, en fait, le joueur et moi, on est payés par le club, donc on a aussi cette double relation de dire qu'on est à la fois collègue et à la fois soignant-soigné, si tu veux. Et donc, du coup, ça fait une relation qui n'est pas toujours facile. Généralement, les joueurs, ils sont quand même contents d'avoir des gens qui sont à leur disposition. Et donc, qui prennent soin d'eux. Après, il y a aussi une dimension qu'il y a des Français, il y a des Américains, ou il y a d'autres nationalités. Et en fonction des différentes nationalités, en fonction des différentes habitudes, en fonction des conditions de recrutement, en fonction aussi de la relation qu'a le joueur avec son coach ou qu'a le joueur avec le club, parce qu'il y a ça aussi, on rend des comptes au club, donc on rend des comptes au staff parfois, et donc il peut y avoir une suspicion du joueur. Est-ce que je vais me livrer complètement? Est-ce que je vais raconter des trucs qui peuvent être éventuellement utilisés? Enfin, voilà, on est dans une relation qui est un petit peu particulière. Et donc, du coup, le fait de passer directement en direct avec les joueurs, ça fait quand même quelque chose qui est différent dans la relation. Ça fait un travail qui est plus facile en réalité et qui est sans doute plus productif au bout. Même si on y arrive, voilà, même si j'y arrive, je pense, la plupart du temps, malgré tout, il y a quand même cette difficulté-là qui est surajoutée. Voilà. Et en plus, le fait de travailler pour un club, il faut tenir aussi compte des échéances des matchs. Cette année, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc du coup, c'est plus facile, c'est un match par semaine la plupart du temps. Mais les années où il y a des Coupes d'Europe, ça veut dire que le temps entre le moment où tu peux voir le joueur parce qu'il est disponible, parce qu'il est sur Limoges, et le moment où toi, tu es disponible au cabinet, voilà, ça fait aussi une exigence, si tu veux, en temps de présence, et il faut être disponible quand le joueur est disponible. Et ça aussi, c'est un peu fatigant, quoi. C'est une particularité, et c'est pour ça que je te disais, dans le plaisir de voir, après tout cet investissement, cette mise à disposition sur leur période, la présence que ça te prend en temps pro, mais aussi en temps familial. C'est souvent des soirs que tu les vois, ou des midis 2. Après, c'est ça. Les jours fériés, des fois, parce que parfois, c'est plus facile de voir le joueur sur un jour férié que de le rajouter à ta journée déjà de consultation, quoi. Et donc, ma question, c'était, est-ce que, après tous ces efforts-là, alors t'aimes le basket, t'aimes le sport de haut niveau, t'es impliqué, mais malgré tout, après tous ces efforts-là, le fait de voir revenir des joueurs de classe européenne, voire mondiale, qui reviennent parce qu'ils ont confiance en vous, dans le staff, j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez fort quand même. Ouais, c'est sûr que c'est gratifiant. Et puis, mais moi, je suis toujours... c'est pas de la fausse modestie, mais il faut aussi prendre en considération que c'est la relation que tu crées aussi avec le joueur qui va aussi jouer. C'est-à-dire que, en fait, le joueur, il va venir pour des qualités, des compétences, mais aussi parce qu'il est à l'aise, en fait. Ouais. Parce que la plupart du temps, quand il vient, c'est parce qu'il a un inconfort, il a une gêne ou il a une blessure. Et donc, du coup, il a besoin de se sentir à l'aise dans ce moment-là particulier, quoi. Ça fait partie des ingrédients qu'on peut rajouter à la particularité d'un soignant. C'est pas que de l'ostéo, c'est aussi un soignant. Ça, c'est de mettre les gens à l'aise. Ouais. Peut-être même au-delà du soin. Bon, super. On a ouvert une parenthèse qu'on n'a pas tout à fait terminée.
Ouais. c'est celle des bilans. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe, les bilans? D'autant plus qu'on fera vraisemblablement des liens après avec monsieur, madame, tout le monde, mais tu étais parti sur les bilans. Voilà, bilan de pré-saison, donc tu es au mois de juillet, mois d'août, Ouais. et toi, tu as un rôle dans la sollicitation du club. Ok, on prend l'avis du médecin, du kiné, du podo, des différents spécialistes, partie psy et l'ostéo. Bilan. Et l'ostéo, le bilan, moi je fais des bilans d'1 heure à peu près pour les pros. Et je me déplace souvent à Beaublanc. J'aime bien le faire à Beaublanc parce que du coup, ça permet de... déjà, Beaublanc, c'est un endroit mythique. Ah bon, mythique, comment ça? Parce qu'il y a des gens qui vont écouter qui connaissent pas Beaublanc. Pour ceux qui connaissent pas Beaublanc, il faut regarder un match à Beaublanc, des matchs importants, et puis voir un peu l'ambiance. Voilà, ça reste un endroit à part. Les soirs de match où il y a vraiment une ambiance, c'est indescriptible, on va dire. C'est vraiment très particulier. On est pris par le truc, ça transporte, quoi. Il y a une atmosphère, faut le vivre, en fait. Il faut venir voir un match à Beaublanc, il faut venir voir un match important à Beaublanc. Une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie, il faut faire ça. Ça me donne non, une après, idée. je sais pas, j'ai pas fait non plus la Grèce ou tout ça dans les publics très j'ai forts. été à Moscou voir un match. À Moscou, il n'y a pas trop d'ambiance. Mais sinon, j'ai pas fait de déplacement européen. En tout cas, mais en tout cas, en France, ce qui est sûr, moi j'ai fait quand même du coup, parce que en fait, j'ai fait 2 années de Pro B et 1 année de Pro A aussi en déplacement. Donc j'ai fait quand même beaucoup de salles différentes, ouais, beaucoup quasiment de toutes les salles de France de basket. Et Beaublanc, ça reste quand même vraiment à part. Ouais. Et bon, c'est vrai que je suis pas objectif parce que j'habite à Limoges et je travaille pour le CSP, mais malgré tout. Mais on peut le résumer dans un lieu très particulier où... Ouais. Et donc, du coup, pour les bilans, si on revient sur les bilans... Mais c'était hyper important, ça. C'était hyper important, cette atmosphère, parce que ça fait aussi partie de ça. On va parler des bilans, mais du coup, tu es aussi immergé dans ce public qui vient soutenir une équipe mythique, mais on le retrouve dans d'autres sports. C'est valable au foot, c'est valable... Enfin, je pense à Saint-Étienne, je pense à Paris et Marseille, je pense à des publics comme ça qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on en a entendu parler. Ouais. Il y a les hymnes, il y a les chansons, il y a l'appartenance, et puis il y a cette espèce de magie dont tu parles, cette forme d'alchimie qui fait que quand tu es dedans, que tu le sens vibrer, il se passe quelque chose quand même, et beaucoup de monde se reconnaît là-dedans. Et toi, en plus, tu as la chance. Non, tu le vis sur le bord du terrain à côté. Ok, on ferme la parenthèse, on fera sûrement un petit clin d'œil pour ça. Imagine la sensation que ça procure quand tu montes sur la scène avec la médaille autour du cou, même si tu es staff et que tu n'as pas joué, mais tu participes quand même à l'aventure. Non, j'imagine pas. Raconte-nous, qu'est-ce que ça donne, ça? Et ça, c'est... T'es dans Beaublanc. Ça, c'est... Il y a quoi, c'est 6 000? C'est compliqué. 6 000 personnes? Ça fait entre 5 et 6, je ne sais pas exactement. Là. Allez, mettons 5 500 personnes, ouais. C'est plein. Il y a le podium, il y a la musique, il y a tout ce qui va bien. Et là, il y a l'annonce de, tu es par exemple champion de Pro B, mais de Pro A ou encore? De Pro B, c'était à Bercy, donc c'était un peu différent. Mais les 2 titres de champion de Pro A, c'était à Limoges. Donc là, c'est très particulier. Déjà, tu sais pas comment ça va se passer. Okay. Et puis tu es submergé par l'émotion, tu es submergé par... C'est des moments qui sont un peu hors du temps en réalité. C'est un peu compliqué à appréhender, mais ça fait quelque chose d'incroyable physiquement parlant. Ça vibre, ne serait-ce que pendant tout le match. Tu sens la lourdeur, la pesanteur, et puis vraiment, c'est ton corps qui est traversé en fait par tout un tas de vibrations pendant tout le match. Et puis après, quand finalement on te dit vas-y, toi aussi tu as une médaille, toi aussi tu vas sur le truc. Bon, tu dis ok, j'y vais quoi. Et tu savoures un peu, on va dire. Moi, ça te renvoie à ton histoire personnelle. Hein. De toute façon, en tout cas moi, ça m'a renvoyé à mon histoire personnelle. Et donc, du coup, là, c'est un peu une récompense, en réalité, pour tous les efforts fournis. Voilà.
sais pas quoi dire d'autre. Voilà, c'est fort, il y a l'émotion, on devine, hein, là, j'imagine c'est un ça. peu particulier. Puis c'est un peu intime en réalité aussi. Ouais. C'est compliqué. Bah, merci d'avoir partagé ça. C'est un moment un peu magique aussi. C'est un instant très court dans toute une saison. Ouais. C'est des sensations très particulières que seul le sport peut te faire vivre en réalité aussi. Ouais. Ça, c'est la compétition. C'est aussi ça. Tu parlais de qu'est-ce qui te donne. Enfin, moi, j'ai vécu des choses que j'aurais jamais pu vivre, si tu veux, si j'avais pas travaillé pour un club de sport professionnel. Déjà, j'ai pris des avions privés. J'ai été jusqu'en Russie. J'ai été, comme je te disais, dans toutes les salles. Enfin, voilà, ça fait des choses qui sont. Et puis, les émotions, le sport, ça suscite quand même beaucoup d'émotions. Et elles peuvent être fortes dans le bon et dans le mauvais aussi. Dans les deux. Parce que on a perdu des finales, on a perdu d'autres choses aussi. Mais ouais, c'est une belle école de la vie aussi. Ouais, c'est particulier. Et c'est vraiment particulier et c'est fort en fait, c'est intense. Ça perspire, ça transpire de là. On imagine bien. Bon, du coup, la transition avec les bilans, elle va pas être évidente là. Ouais. donc pourquoi Beaublanc, c'est aussi c'est aussi justement pour t'immerger dans tout ça. Exactement, parce avec que les couleurs, les maillots. Généralement, j'essaye de le faire en même temps que mon collègue Xavier. Ça permet déjà de partager un moment, et puis ça permet aussi justement de faire un corps un petit peu, si tu veux, de faire club. Moi, ça me permet aussi, c'est des moments. Généralement, on voit plusieurs joueurs de suite. Et donc, du coup, moi, je banalise une demi-journée et puis j'y vais. Et puis, du coup, ça me permet de lancer la saison, quoi. Ça lance la saison. Qu'est-ce que je fais pendant ces bilans ? Je vais essayer d'avoir une cartographie, en fait, un peu du corps, une cartographie physique de la façon dont le joueur fonctionne en réalité. Parce que l'ostéopathie, on va jouer sur la fonction. Du coup, je vais essayer de cartographier. Je pense que c'est intéressant et de trouver les différents schémas qui peuvent plus ou moins s'exprimer chez le sportif. C'est-à-dire le schéma, on va dire, de base, qui peut être, on le sait, par exemple, une scoliose, mais qui va être adapté, c'est-à-dire qui va être quelque chose qui va être fonctionnel et qui ne va pas créer de problème en réalité. Ça va être une façon de fonctionner, mais qui va être la façon de fonctionner du joueur. Et ça, dans la saison, alors ça dépend, mais c'est assez rare en finale qu'on y touche. C'est-à-dire que du coup, de la même manière qu'on sait très bien maintenant qu'on ne va pas changer une façon de courir d'un individu parce que justement, le moment où on va forcer ou imposer une autre façon de courir, alors c'est pareil, tout est relatif. On peut demander à visée de performance et tout ça, on peut chercher à modifier sa façon de courir, même des fois pour aussi certaines pathologies. On peut essayer de réfléchir autour de ça, mais la plupart du temps, on va justement ne pas chercher à casser en fait la façon dont le corps fonctionne, mais plutôt essayer de comprendre comment ça fonctionne et voir si on peut optimiser ça, si on peut apporter une valeur ajoutée, on va dire, de par les connaissances, c'est-à-dire de par l'expérience, l'expertise aussi, c'est-à-dire de voir comment ça fonctionne biomécaniquement parlant, anatomiquement parlant, et éventuellement au niveau physio aussi. Et donc, ça passe comme une consultation classique, au final, par une anamnèse. Donc, on pose des questions, de l'historique, tout ça. On fait ensuite une observation. Et après l'observation, on va faire des tests. Les tests orthopédiques, les tests de force et tout ça sont faits par chaque corps de métier a sa spécificité. Donc, pour les basketteurs pros, moi, je ne vais pas m'amuser à faire des tests orthopédiques. La plupart du temps, ça a déjà été fait par mes collègues médecins ou kinés qui font ça. Donc, tu restes plutôt ostéo. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se consacrer, ce qui est un peu différent au cabinet, où on va avoir
des tests d'exclusion, des tests orthopédiques qui vont nous dire est-ce que oui ou non c'est quelque chose que je peux prendre en charge ou sur lequel je peux travailler, ou est-ce que je vais devoir réorienter justement vers un médecin ou un médecin du sport. Là, on va être vraiment que sur la partie plus spécifiquement ostéopathique, donc c'est un peu plus précis, c'est un peu plus spécifique quand même. On va dire que tu travailles avec l'assistant à côté qui te permet de dire ça c'est médical, c'est bon, j'ai tout vu. Toi, tu n'as que la partie ostéo à faire et pas les cartons jaunes, les cartons rouges, normalement. Alors oui et non, on fait les tests à l'aveugle. On essaye de faire les tests à l'aveugle la plupart du temps, sauf quand vraiment on reçoit un joueur où c'est identifié qu'il a une problématique donnée. Et à ce moment-là, on va être plus vigilant sur cette problématique-là pour voir justement. C'est assez rare dans le basket qu'on nous consulte en tant que staff pour signer un joueur. La plupart du temps, le joueur est déjà signé et donc du coup, on n'a pas... voilà. Mais par contre, ça arrive des fois que les joueurs, et ça arrive quand même régulièrement, que les joueurs arrivent avec une problématique. Soit parce qu'ils se sont fait mal pendant l'été, ce qui peut arriver, soit parce qu'ils ont soit quelque chose de chronique, soit parce qu'ils ont aussi des blessures qu'ils ont plus ou moins soignées sur la fin de saison, par exemple, de l'année d'avant. Et donc là, début de saison, avec le soutien de tout le staff, chacun ses compétences. Toi, je reviens sur ostéo, bilan, donc anamnèse, prise de contact aussi, le fait de créer l'alliance dont tu parlais. Ouais, ça, au début, moi, je le sous-estimais et maintenant, j'y accorde énormément d'importance parce que je me rends compte que la création d'une bonne alliance thérapeutique est vraiment quelque chose de pronostic sur la capacité ensuite d'aller aussi en profondeur sur de l'optimisation de la performance, par exemple, si on veut pousser les choses un peu plus loin et qu'on ne va pas se contenter de travailler avec le joueur que quand il est blessé en réalité. Oui, bien sûr. Tu crées un lien de confiance qui va... Il y a une dimension de démonstration un peu de la capacité. C'est-à-dire que moi, je montre en fait aux joueurs que je peux réussir à trouver sa manière de fonctionner ou certaines douleurs ou certaines zones, voilà, pour qu'ils se disent ah d'accord, ça fait sens, ça lui parle. Exactement. Ma manière de travailler peut, et des fois c'est pas le cas, bien sûr. Mais peut amener à quelque chose. Et après, du coup, on discute ensemble de quelles peuvent être ses attentes. Qu'est-ce que moi je pense pouvoir apporter, et lui, qu'est-ce qu'il peut éventuellement avoir besoin en réalité. Et on essaye moi j'essaye d'allier les deux éléments, quoi. Ok. Donc bilan, là on est dans la partie pré-saison. Il y a une conduite à tenir, il y a des propositions, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, de ta perception, je crois qu'il y a un petit compte rendu pour dire... Exactement, on fait ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une discussion qui va être essentiellement avec le staff médical, c'est-à-dire donc il y a une conversation où on est le médecin, les deux kinés et moi, et donc du coup là je vais transmettre moi mes informations, ce que je pense qui est pertinent. Il y a des choses que je garde pour moi qui sont inhérents que à de l'ostéo, donc ça va pas être intéressant pour eux, mais par contre je vais essayer de leur transmettre ce qui me semble pertinent pour la prise en charge globale, on va dire. Et de leur dire surtout, voilà, moi je pense que je vais pouvoir travailler là-dessus. J'essaye, dans la mesure du possible, de déterminer une fréquence. C'est-à-dire à quelle échéance je dois voir. Est-ce que je dois revoir le joueur la semaine prochaine ou est-ce que je dois le revoir que dans un mois? Parce que ça peut arriver aussi. En pré-saison, généralement, on essaye de voir les joueurs quand même assez régulièrement parce que, bien évidemment, il y a une modification qui va se faire en fonction de la charge. C'est-à-dire qu'au départ, ils arrivent, ils font les tests avant de reprendre les entraînements et donc il n'y a pas de charge physique ou peu de charge physique. Oui. Et au fur et à mesure, la charge physique, donc la charge d'entraînement va augmenter et donc là, ça va plus ou moins exacerber certains schémas. Et ce qu'on essaye, c'est de faire de la prévention de blessures. Et donc, du coup, ce qu'on veut, c'est d'éviter justement que les joueurs se blessent par eux-mêmes, qu'il y ait des pathologies qui interviennent spontanément. On essaye d'éviter ça au maximum. Et donc, du coup, on va essayer d'anticiper. Et comme je le disais, l'intérêt aussi de l'ostéo, ça va être justement de faire ce feedback, c'est-à-dire d'avoir aussi, de dire, là,
Moi, je l'ai vu en début de saison, il n'y avait pas grand-chose. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de restrictions. Et là, une semaine après, je retrouve des restrictions au niveau de la cheville et puis un peu au niveau de la hanche. Et puis, ça compense un peu dans les dorsales basses, par exemple. Et bien là, pour moi, ça va être quelque chose de dire, attention, là, il a peut-être une charge qui est trop importante par rapport à la capacité. Et donc, on va travailler dessus, d'accord ? Mais on va aussi réfléchir à informer en fait le reste du staff pour voir justement s'il y a une possibilité de modification de l'entraînement ou de surveillance accrue par rapport au kiné. Et voilà. Et chaque intervenant en fait va faire de même. Hein. C'est pas que les ostéos Bien sûr. qui amènent ça, hein, bien évidemment. Mais voilà, on parle de la partie ostéo et on voit ce que ça. Et donc ça c'est intéressant aussi. Bon, et ben, ça commence à faire des images. Tu parlais de cartographie. Là, j'ai plusieurs images sur les différents aspects. Ce que Max Gérardin il disait, donc mon prof là, de physio, qui pour moi est une des personnes de qui je me sens le plus proche ostéopathiquement parlant, il parle, mais c'est Steele qui parlait de ça, hein, il parlait de living pictures, ça veut dire des images en mouvement. Et en réalité, c'est ça qu'on essaye, moi c'est ça que j'essaye de transposer, c'est-à-dire d'avoir une idée un peu à partir du physique de quelles sont les contraintes qui sont appliquées à ce physique et quelles sont justement, quand on parlait de schéma, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que ce corps va se comporter de cette manière-là. Et d'avoir voilà, sur l'équilibre dynamique, on peut dire aussi. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est d'essayer d'avoir une compréhension. Et bien évidemment, pour développer ça, le fait d'être en contact notamment avec Xavier Dumélier, mon collègue qui est kiné, t'en parles aussi, et ben, sa vision, lui, des choses, ce qu'il a mis en place et tout ça, et nos discussions très régulières. Et puis après, par la suite, avec Clément Sartel et puis aussi avec Guillaume Gerbeau, bien évidemment, hein, tous les acteurs en fait de soins avec qui j'ai échangé régulièrement m'a permis vraiment d'essayer d'avoir une compréhension, enfin d'avoir la compréhension la plus précise, on va dire, de ce qui peut éventuellement se passer. Et il faut bien garder que même en ayant ces connaissances-là, même en essayant d'avoir le maximum de connaissances et d'expertise là-dessus, ça reste que des hypothèses. Et je pense que ça aussi, c'est important de le prendre en considération. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire non plus à une personne tu fonctionnes comme ça, et voilà, on va essayer. Il faut mettre les formes, bien évidemment. Déjà, on n'est pas obligé de tout non plus dire ce qu'on perçoit. On en avait déjà parlé. À partir du moment où ça ne fait pas sens forcément, où ça n'a pas un intérêt spécifique, l'idée, c'est pas d'épater non plus la galerie et de dire, ben voilà, je sais que tu fais ça, je sais que tu... Mais, et après, ça reste des hypothèses. C'est-à-dire que ça reste, je pense que ça fonctionne comme ça. Et après, c'est vérifié ou pas par le patient lui-même qui va te dire, ben oui, en effet, ce que tu me dis, ça correspond à ce que je peux faire ou ce que j'ai pu faire. Et puis ensuite, c'est aussi justement de pouvoir revoir la personne 2-3 jours après et de voir est-ce que l'hypothèse de traitement qu'on a faite, est-ce qu'elle était juste ou est-ce qu'elle n'était pas juste? Est-ce que ça a amélioré les choses d'une façon significative? Enfin voilà, est-ce que ça prend le chemin qu'on avait pensé ou pas, quoi. Écoute. Ça, je pense que c'est important parce que on entend souvent des ostéos, et les ostéos dans le sport en règle générale sont souvent pleins de certitudes, et du coup c'est aussi une remarque et une critique qui peut être faite, et je pense qu'il faut aussi être humble et dire que ça c'est la théorie, d'accord, et dans la réalité c'est pas toujours aussi facile que ça, quoi. D'en parler, c'est facile, mais de le mettre en place, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'il faut, pour les jeunes ostéos, et moi, jeune ostéo, quand je suis arrivé, j'aurais aimé aussi qu'on me tienne ce discours. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à se dire, comme on est jeune, on n'arrive pas à tout comprendre et tout ça, mais même avec l'expérience, on n'arrive pas à tout comprendre. Mais par contre, le fait de savoir que ça, c'est quelque chose qu'on a compris, et ça, c'est quelque chose qu'on... Enfin, voilà, est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'on n'est pas sûr de ça? On comprend quand même un peu plus de choses.
mais ça reste quand même des choses qui évoluent. Voilà. Et que la compréhension, elle se fait aussi un peu dans le temps, en faisant des hypothèses et en vérifiant ou non son hypothèse. Eh ben, écoute, j'avais envie de poser une autre question, mais je trouve que ça fait presque mot de la fin, cette synthèse que tu proposes avec la vision à la fois cette nécessité de confiance, de compétence pour que le joueur, mais au-delà du joueur, c'est applicable à monsieur et madame tout le monde, le patient puisse rentrer en communication, en alliance avec toi, te fasse confiance. Le fait de doser ton ego sans dire t'as vu ce que je sens chez toi, c'est moi qui ai raison. Le fait d'avoir cet esprit critique, de dire on fait des hypothèses, on voit si ça avance ou pas dans le bon sens, le lien avec le staff médical, tes compétences qui évoluent avec tout ça. Moi, j'ai la réponse à mes dernières questions. Il me reste 2 choses à faire. Te demander s'il y a un sujet que tu aimerais aborder pour terminer, si tu as envie de dire autre chose, quelque chose qui te vient, une anecdote ou autre, ou un conseil à donner aux patients. Là, tu viens de donner un peu un conseil aux jeunes ostéos, en tout cas, ou aux jeunes soignants. Même, je pense que c'est quelque chose qu'on peut transposer, cette humilité-là d'être à la bonne place et de te remettre en question. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Et peut-être quelque chose orienté aux patients ou pas, ou est-ce que ça te va? C'était déjà bien. Déjà, je te remercie encore de m'avoir donné la parole. C'est vrai que j'ai pris conscience aussi que quand tu m'as proposé de faire ça, que c'était pas si facile que ça au final de s'exprimer comme ça et puis d'essayer de se raconter en réalité. Et ce qui m'a le plus intéressé finalement, c'est que je me suis dit, moi maintenant ça fait plus de 15 ans que je travaille. Et donc, ce que j'ai envie plutôt, c'est de m'adresser aux jeunes en réalité. Comme je te l'ai dit, les premières années où je suis arrivé au CSP, où j'apprenais le métier d'ostéo et en même temps, je travaillais dans le sport professionnel. Donc, il y avait beaucoup d'exigences et en même temps, peut-être les compétences qui n'étaient pas encore tout à fait à la hauteur des exigences, on va dire. Et donc, du coup, et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que les perceptions, elles sont toujours justes, mais c'est l'analyse qu'on en fait qui parfois n'est pas juste en réalité. Et donc du coup, c'est ça la complexité pour moi de l'ostéopathie, c'est à la fois de se faire confiance dans les perceptions, mais d'aller chercher les réponses dans les connaissances en réalité. Et du coup, véritablement, et c'est là où moi, par exemple, j'ai été formé en ostéopathie tissulaire, on en a déjà parlé, tu le sais, et que j'ai appris énormément sur l'ostéopathie tissulaire, sur comment se mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir justement avoir les bonnes sensations. Mais par contre, je pense que c'est important dans le métier d'ostéopathe d'avoir un bagage de connaissances, et pour le coup qui sont scientifiques, qui est vraiment important. C'est un joli mot de la fin, Aurélien. Voilà. Pour conclure, j'aimerais te remercier d'avoir accepté l'invitation, je te l'ai dit, et puis aussi pour le fait de faire profiter aujourd'hui de ton expertise, de ce que tu as développé sur toutes ces années-là, en ostéo exclusif. Il y a 16 ans, c'était un concept un peu différent, avec tout ton bagage, et puis aussi le fait de le transmettre avec beaucoup d'humilité et toutes les compétences qui seront perceptibles, j'espère, derrière, et ces connaissances. Donc, un grand merci à toi pour cette première, avec un peu d'émotion pour moi aussi. En tout cas, je suis très content de l'avoir partagé avec toi. Merci, moi aussi je suis content d'avoir partagé ça avec toi. Merci de m'avoir invité et j'espère que ça apportera quelque chose. On verra. Moi aussi, comme des petites graines. Bravo et merci d'avoir écouté en entier cet épisode qui, j'espère, vous apportera quelque chose de positif. Une image, une histoire, des liens avec votre quotidien, des perspectives, une prise de conscience peut-être et toucher du doigt des ingrédients de la santé. Si vous souhaitez participer à l'aventure de ce podcast et contribuer à sa croissance, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute habituelles. Merci pour les instants que vous prendrez qui m'aideront à recevoir de nouveaux invités et à produire des contenus de qualité. Prenez soin de vous et à bientôt.